Donc avant de commencer, quelques présentations. Donc Neos SDI, donc nous sommes une société de services pure player Microsoft. Donc ce positionnement nous confère une expertise très forte sur les différents domaines technologiques qui va bénéficier à nos clients soit sous forme de mission de conseil ou d'assistance technique, soit en mode forfait dans notre centre de service. Donc on est partenaire au niveau Gold sur 13 domaines d'expertise. Donc notre société a été créée en 2001 et comprend actuellement 150 collaborateurs. Et d'un point de vue géographique, nous sommes présents en France, donc à Paris, Lyon et Dijon, mais aussi en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Quant à moi, donc je suis Sylvain Gross, donc je suis le BU Manager de la Business Unit Europe. Je suis également responsable technique de l'offre ALM-PLM chez Neos SDI. Donc vous voyez sur ce slide quelques de mes domaines d'expertise, ainsi que mes coordonnées. Vous pourrez me joindre après la session pour toute question et complément d'information sur le sujet que l'on va aborder ici. Donc d'un point de vue agenda, donc nous présenterons au cours de cette session donc 3 aspects du pilotage de projet. Donc d'abord la production de l'application, ensuite la qualité de l'application et enfin la communication sur le projet. Donc chaque partie sera agrémentée de pas mal de démonstrations de l'outil pour vraiment vous faire une idée de la manière dont on utilise cet atelier. Donc on va démarrer par une présentation de TFS 2010 pour les gens qui découvrent l'atelier ALM de Microsoft. Donc TFS 2010, donc c'est un atelier de développement logiciel. Donc la production de logiciels passe par un certain nombre de phases qui sont décrites ici sur ce diagramme. Donc on va démarrer par les exigences. Donc c'est la raison d'être finalement de l'application. Donc c'est de répondre à un certain nombre d'exigences. Ensuite, à partir de ces exigences, on va en découler un certain nombre de tâches qui vont permettre donc de mettre en œuvre ces exigences. On va produire du code source qu'il va falloir gérer et associer aux différentes tâches. On va assembler ce code source sous forme de build pour avoir après une application utilisable. Cette application va ensuite être testée pour lever éventuellement des anomalies qui vont ensuite être corrigées. Donc TFS 2010, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre d'avoir un référentiel unique pour gérer tout ce cycle de développement en assurant vraiment la traçabilité finalement entre chacune de ces phases. On va vraiment savoir chaque tâche à quelle exigence elle est rattachée, le code source à quelle tâche elle correspond, le build, on saura à quel archivage il correspond, les tests vont également être associés au build, les anomalies pareil. Donc de cette façon, on va vraiment être capable d'avoir vraiment une boucle qui va nous permettre de gérer la qualité sur le projet. D'un point de vue architecture, donc le diagramme que l'on ne présente plus, donc l'atelier de développement donc, de Microsoft s'appuie au niveau central sur Team Foundation Server, qui va finalement exposer un certain nombre de services. Donc c'est la partie en orange. Donc la partie gestion de projet, la partie gestion des exigences, du contrôle de code source, la gestion des tests, des builds et du reporting. Donc tout cet ensemble va être paramétrable. On va pouvoir construire ce qu'on appelle un process template, donc qui va vraiment être la manière dont on va matérialiser notre méthodologie, quel type de rapport pour contrôler l'avancement, la structure de notre pile documentaire, les politiques d'archivage, de code source, de build, etc. Donc toutes ces choses-là vont être paramétrées. Ensuite, on a des clients qui vont pouvoir se connecter à TFS. Donc le client principal va être Visual Studio à travers ces différentes éditions, mais également les outils dédiés aux tests, notamment Test Manager. Ensuite, on a également les outils Excel et Office qui vont pouvoir se connecter à TFS, ainsi qu'à un grand nombre donc, de produits qui sont décrits ici. Sur le bas du diagramme, donc une partie que l'on ne va pas aborder au cours de cette session, mais on va avoir un événement fin novembre qui va un petit peu plus parler de ça. Donc c'est la partie Test and Lab Management, donc qui va nous permettre de gérer finalement les environnements de test pour valider, pour qualifier notre logiciel.
Ensuite, un petit mot sur la méthodologie, parce qu'on va utiliser un certain vocabulaire. Donc, on utilise en fait des méthodologies agiles. Donc, les démos qui vont suivre s'appuient sur le process template MSF Agile. Donc, il s'agit d'un processus itératif. Au départ, donc sur la partie gauche, on a finalement notre liste d'exigences. Donc, on va appeler le product planning ou le product backlog. Donc, ça va énumérer l'ensemble des fonctionnalités de l'application. À chaque itération, on va sélectionner un certain nombre de ces exigences pour finalement les réaliser. Donc, ça va se réaliser au cours d'un sprint, pendant lequel on va donc se réunir pour affecter les tâches et finalement gérer l'opérationnel du projet. Et à la fin de cette itération, de ce sprint, on aura une version testable et exécutable de l'application. Donc c'est le principe de la méthodologie MSF. Donc à présent, on va rentrer un peu plus dans le cœur de la présentation. Donc la première phase au niveau de la production va consister à définir le travail à faire. Donc on va proposer là une méthode, une démarche, ainsi que des outils qui vont nous permettre de définir finalement le travail à faire, partir finalement des exigences pour arriver aux tâches que l'on va devoir développer. Donc le point de départ d'une application, ça va être un ensemble d'exigences fonctionnelles, par exemple avoir une possibilité de se loguer, avoir une gestion de panier, avoir un catalogue. Au niveau des exigences, on pourra également avoir des exigences techniques, par exemple temps de réponse qui vont être inférieurs à 2 secondes, un nombre d'utilisateurs maximum pour lequel il va falloir tenir la charge. On aura également des exigences générales, avoir une aide en ligne, avoir de la documentation, etc. Ça, ce sont des exigences, mais ça ne nous dit pas exactement le travail à faire. Donc notre problématique va être vraiment de décliner finalement ces différentes exigences en des tâches, créer le formulaire de login, créer la méthode d'appartenance à un groupe, créer le lien qui me permet de me déloguer, etc., etc. Donc, on va ici proposer une méthode qui va nous permettre très simplement de décomposer chaque exigence en tâches. Donc, nos exigences vont être regroupées dans des domaines. Par exemple, là, on a le domaine autorisation. De chacun de ces domaines, on va décliner tous les scénarios possibles. Donc là, on a les scénarios de connexion, de déconnexion, de création d'utilisateurs, etc. Ce seront donc des user stories. À partir de là, chacun de ces scénarios va lui-même être découpé en tâches. Alors ici, le domaine, on a plusieurs méthodes finalement pour définir des domaines. Ça peut être les grandes parties de l'application. Dans certains cas, ça peut également être des use cases. On peut, d'après la définition que l'on a des use cases, utiliser ce principe-là. Après, on est relativement libre là-dessus. Donc ça, c'est, disons, la décomposition de ces tâches. Maintenant, si on ramène ça à TFS, TFS nous propose finalement une structure de travail qui répond exactement à ce besoin-là. On va avoir une première notion ici qui est l'AREA, dans lequel on va définir les domaines, AREA ou zone pour la version française. Nos scénarios vont être implémentés sous forme de user story et les tâches sous forme de task. Donc pour bien fixer les idées, on va passer à la première démonstration où on va mettre en œuvre ce mécanisme. Donc on va commuter sur Visual Studio. Donc ici vous avez donc l'environnement de développement utilisé donc par le développeur qui vous est présenté. Ici on a Team Explorer. Donc Team Explorer c'est le client qui est greffé à Visual Studio qui nous permet d'accéder aux fonctionnalités de TFS. On a plusieurs parties dans ce Team Explorer. Donc on voit que le projet est rattaché à une collection. Et là on a notre nom de projet d'équipe. On a accès à des éléments de travail. On a accès à notre portail documentaire.
ainsi qu'à des rapports, à la gestion des builds, au code source, etc. Donc là, c'est vraiment notre point d'accès à TFS. Donc la première des choses à faire va être déjà de définir notre architecture fonctionnelle, donc nos zones, nos itérations. Pour faire ça, donc on va dans les paramètres du projet d'équipe et on sélectionne ici zone et itération. Voilà, dans cette fenêtre, on va pouvoir commencer notre découpage de l'application, par exemple. Application. Donc, on va y arriver. Voilà. Ensuite, par exemple, la gestion du panier, la gestion de la facturation, etc. Donc celui-là, on enlève. Voilà. Donc ici, on a défini nos zones fonctionnelles. On peut également définir dans cette page les itérations. Donc on va le voir. Donc ce qui va nous permettre de faire également un découpage plus temporel de l'application. Donc on nous propose par défaut itération 1, 2, 3. On peut en créer d'autres, on peut les renommer, etc. On va rester dans cette configuration-là par défaut. Une fois que ce travail est fait, on va pouvoir créer maintenant nos exigences. Donc pour ça, on a plusieurs façons de faire. On peut créer un nouveau user story, ici. Et donc on va dire, par exemple, en tant que visiteur, je dois pouvoir m'authentifier. Voilà. J'affecte ce user story à une zone, à une area. Là, donc c'est bien de l'authentification. On lui dit qu'elle fait partie de l'itération 1. Ici, on définit, au niveau des story points, on est à 10. On affecte, on dit qu'elle est active. Voilà, on va pouvoir sauver ceci. Comme ça, on va pouvoir définir en fait l'ensemble de nos exigences. Maintenant, on voit que ça reste malgré tout peut-être un petit peu compliqué de définir toutes nos exigences de cette façon-là. C'est pourquoi on a la possibilité également d'utiliser la fonctionnalité de Team Explorer dans Excel pour pouvoir saisir notre product backlog dans Excel. Donc au niveau ici de mon portail documentaire, donc là on voit ça va correspondre à un site SharePoint et on a donc ce fichier Excel qui va nous permettre donc de saisir nos exigences. Donc là le temps qu'il se charge. Peut-être que vous ne l'avez pas, je vais le partager. Voilà. Donc ici, je suis dans Excel. Et j'ai notre première exigence qui a été saisie. Donc pour avancer un peu plus vite, donc j'ai créé ici quelques exigences que je vais pouvoir coller. Voilà. Donc on énumère nos exigences, donc on doit pouvoir s'authentifier. Bon, ça, on l'a déjà créé, donc on le supprime. Une fois que l'on est authentifié, on doit pouvoir se déconnecter. Je dois pouvoir changer le mot de passe, je dois pouvoir créer un compte, etc., etc. Donc là, j'ai défini un certain nombre d'exigences. Maintenant, on va préciser un certain nombre de choses, donc dire qu'il s'agit pour tous de user story. Voilà. On va leur affecter ici un domaine fonctionnel. Donc le dernier ne correspondait pas à l'authentification, mais plutôt à la partie facture. Voilà.
Celle-là correspond à la partie panier. On n'oublie pas de positionner l'itération. Donc la partie authentification fait partie de l'itération 1. Celle-là, on va pouvoir la définir dans la 2 et le dernier dans l'itération 3. Voilà, donc arbitrairement, on va définir le même effort pour chacun. Voilà, une fois ce travail fait, on va pouvoir publier notre saisie dans TFS. Oui, effectivement, il n'aime pas les lignes vides. Voilà. Donc à présent, j'ai ma liste d'exigences qui a été saisie. Donc on voit que c'est quand même extrêmement pratique de pouvoir travailler depuis Excel pour faire ce travail. J'ai d'autres onglets qui vont me permettre de commencer à préparer mon organisation finalement de projet. J'ai ici, pour chaque itération, on m'indique finalement l'effort pour chacune, donc ce qui va me permettre d'équilibrer éventuellement en fonction des ressources que je vais pouvoir avoir au cours de ces itérations. On va pouvoir définir ici des dates. Une taille d'équipe, par exemple 3, etc., etc. On a également la possibilité ici de préciser dans le troisième onglet interruption les éventuelles durées de vacances pour qu'on puisse calculer finalement la capacité d'une équipe de manière la plus juste possible. Voilà, à partir de là, on va publier ça, on enregistre. Donc cette première étape est faite. Maintenant, on a encore besoin d'une chose, c'est de définir maintenant la liste de tâches. Donc c'est ce qu'on va faire à présent. Donc cette fois, on va utiliser un autre document Excel qui est l'iteration backlog. De la même manière, donc on l'ouvre depuis Visual Studio. Voilà, vous devez à présent l'avoir. Donc là, on a notre liste d'exigences de tout à l'heure. Maintenant, on veut définir des tâches qui correspondent à chacune de ces exigences. Donc pour ça, on va dans l'onglet ici équipe, on y est déjà, et on va ajouter un enfant à ce user story, à cette exigence. Donc pour pouvoir s'authentifier, on a besoin de quoi? On a besoin d'ajouter un lien connexion à la page d'accueil. On a besoin de créer un formulaire de login. En plus de l'interface graphique, on a besoin de méthodes d'authentification. Voilà, donc maintenant ici, dans le Work Item Type, on va préciser de quel type de Work Item il s'agit. Donc ce sont des tâches. Voilà. Le reste, on le définira un peu plus, enfin dans la phase suivante. Donc, simplement ici, dire qu'elles sont bien rattachées à l'itération 1. Voilà, à partir de là, je publie. Voilà. Donc là, depuis Excel, on a pu définir pour l'exigence donc 18, là, en tant que visiteur, je dois m'identifier, 3 tâches qui découlent finalement de cette exigence. Bon, il y en a beaucoup plus, mais on va simplifier un petit peu.
À partir de là, on peut revenir à notre présentation. Donc maintenant que le travail est défini, on va pouvoir organiser ce travail. On a défini les différentes tâches pour chacune des exigences, on a organisé ça sous forme d'AREA. Maintenant, on va devoir s'organiser. Donc ce travail en général est géré par le chef de projet, mais on peut le faire de manière beaucoup plus collaborative. Donc dans l'ordre, ce qu'on va faire, c'est déjà de composer son équipe. Ensuite, on va travailler sur la capacité de l'équipe. On va quantifier le travail pour chacune des tâches. On va assigner les tâches aux différents acteurs du projet. Et finalement, on vérifie que le taux d'occupation de chaque membre de l'équipe est correct, qu'on ne surcharge pas l'un ou l'autre des membres d'équipe. Donc on peut également, lors de cette phase, faire ce découpage d'exigences en tâches. Selon les méthodologies, on va le faire en amont ou pendant la phase d'organisation. On peut le faire par exemple pendant le démarrage d'un sprint. On va prendre chacune des exigences, sélectionner et on va la décomposer en tâches. Donc ça c'est libre. Donc pour illustrer ce point, on repasse en démonstration. Donc là on va aller directement dans mon fichier Excel de tout à l'heure. Et on va affecter, déjà on va commencer par définir notre équipe. Donc ça on va le faire plutôt dans Visual Studio. Donc cela se fait de la façon suivante. Donc on retourne dans notre Team Explorer. Dans les paramètres du projet d'équipe, on va définir une appartenance au groupe et on va ajouter nos membres d'équipe dans le groupe. Donc ici, dans les contributeurs, on va ajouter un utilisateur que l'on va chercher dans l'AD. Voilà, donc lui maintenant va être mis dans le groupe des contributeurs de ce projet. Voilà. Ensuite, on va retourner dans notre tableau Excel de manière à attribuer les tâches à chacun. Voilà, donc il en faut pour tout le monde. Voilà, on va indiquer également l'estimation de durée pour chacune d'elles. Donc là, on va faire apparaître une colonne supplémentaire qui n'apparaît pas ici, qui est l'estimation originale de notre travail. Voilà, donc pour notre méthode d'authentification, on va dire une dizaine d'heures. Notre formulaire, pareil, c'est un formulaire très compliqué. Ajouter un lien là. Donc il nous reste, on n'a pas encore démarré notre travail, donc là on reste à 0. Et ici, ça ne change pas. Maintenant, on n'a pas fait certains paramétrages dans notre fichier d'itération. Il faut définir également les dates de début et dates de fin. Donc c'est des itérations d'une semaine. Voilà. Ici, on doit préciser s'il y a des interruptions pour l'un ou l'autre des membres de l'équipe, pour l'ensemble. Par exemple, la semaine en question, on va avoir un jour férié, ce vendredi.
en date du 11-11-11. Donc on sait qu'on va avoir un jour de travail en moins, et certains vont s'octroyer un week-end un peu prolongé. Ça devrait être le 14 si je me souviens bien. Voilà. Donc à partir de là, ça nous permet d'affiner, disons, notre capacité de travail. Et on va pouvoir vérifier ici, dans l'onglet capacité, où l'on en est. Donc on a d'abord besoin de définir la capacité individuelle de chacun. Donc on va travailler 8 heures. On voit ici que pour Sylvain Grosse, donc on a un jour de travail en moins, vu qu'on a un jour de repos supplémentaire, donc ce qui nous donne une capacité de travail de 24 heures. On en a signé 12. Et donc là, je regarde sur mon graphe, de manière extrêmement simple, je vois que j'ai encore de la capacité de travail. Donc là, je n'ai pas publié mes infos dans TFS. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, donc c'est bon, les informations sont saisies. On sait le travail à réaliser pour chacune de nos tâches. Donc là, on va passer à la phase suivante, la phase de réalisation. Donc la phase de réalisation va consister en quoi? Finalement, on va produire le code, hein, donc avec Visual Studio, donc faire son travail normal. Ensuite, on va archiver notre production, hein, donc dans notre contrôleur de code source. On va pouvoir associer notre archivage à l'une des tâches, à une ou plusieurs des tâches, et on va également saisir le temps passé ainsi que le restant à faire pour la tâche en question. Donc c'est de cette façon-là que les membres de l'équipe vont pouvoir renseigner et donner des informations au management pour estimer l'avancement du projet. Donc là aussi, on va illustrer ça par une démonstration. Donc on retourne à Visual Studio. Voilà. Donc là, j'ai une application web très simple. Donc c'est l'application créée par défaut lorsque je crée un projet web. Donc là, j'ai fait une modification. Donc j'ai produit mon code et maintenant je vais archiver ce travail dans le contrôleur de code source. Donc ici, on peut commenter notre archivage. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'on va pouvoir associer notre archivage à une tâche qui a été définie. Donc là, ici, on va dire qu'il s'agit en fait de la création du formulaire de login. Donc j'associe mon travail à cette tâche numéro 25 ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on veut également faire, c'est de saisir notre avancement sur cette tâche. Donc pour ça, on va rechercher notre élément de travail. Voilà, donc là, j'ai de nouveau ma tâche numéro 25 qui m'est affectée. On voit ici qu'on a donc le détail. On va montrer un peu plus grand. Donc on avait estimé ça
à 10 heures, donc il en restait 10. On n'avait pas encore travaillé dessus. Donc là, mon travail, donc j'ai fait 4 heures sur cette tâche. Il m'en reste combien? Il m'en reste 6. Hein, j'ai avancé conformément aux prévisions. Voilà. Donc à partir de là, je peux enregistrer. Etc. Ce renseignement des durées et du temps passé sur chacune des tâches, on peut également le faire depuis Excel. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on reprend notre document Iteration Backlog. On va le rafraîchir, l'actualiser par rapport à la saisie que l'on vient d'effectuer. Donc on voit ici qu'il y a 6 heures de travail restant, travail complet déjà effectué 4 heures. Donc on va simuler en fait un avancement sur les autres tâches. Voilà, donc ces tâches sont à présent terminées en termes de réalisation. On va pouvoir publier ça. Donc là, ce travail de renseignement sur les tâches d'avancement sont réalisés soit par un développeur, donc depuis l'interface Visual Studio. Dans certaines équipes, c'est le chef de projet qui collecte ces différents temps au cours de ses meetings quotidiens sur le projet. Alors, on est totalement libre. Un développeur aura plutôt tendance à le faire depuis Visual Studio. Un chef de projet le fera plutôt depuis cette interface Excel. C'est vraiment après, selon vos souhaits. Voilà pour la partie réalisation. On va revenir à la présentation. Voilà. Donc ensuite, on a une partie évidemment de pilotage. Quand on gère un projet, il faut savoir faire fonctionner tout l'ensemble, les gens qui travaillent dessus, faire collaborer tout le monde, et aussi réagir aux changements. Donc la méthodologie que l'on propose et que l'on est capable de mettre en œuvre avec TFS, c'est justement d'avoir une manière extrêmement agile de réagir face aux changements. On le verra tout à l'heure. Donc on va pouvoir réagir face à ces changements, on va pouvoir fermer également les tâches, hein, ça correspond également à un des rôles dans le pilotage. On va pouvoir mesurer notre avancement et enfin communiquer sur l'avancement avec son équipe et avec son management. Donc là aussi on va revoir ça en démonstration. Donc la partie changement, de quelle manière ça peut se passer. Donc ici, quand on regarde notre diagramme qui nous montre la capacité de chacun, on voit que c'est assez équilibré. Maintenant, on pourrait très bien imaginer que malencontreusement, un membre de l'équipe doit s'absenter pour maladie ou quelque chose, donc un changement quelconque. Donc finalement, toute la semaine, il ne sera pas présent. Ça aura forcément un impact ici au niveau de notre capacité individuelle. Donc il va falloir réaffecter les différentes tâches. Donc là c'est un peu artificiel vu qu'on a complété ces tâches, mais on va pouvoir le faire par exemple là-dessus. On ne va plus garder Sylvain Grosse dessus, mais on va changer finalement de développeur. Voilà. On va le faire également pour les autres pour être cohérent. Alors on voit que finalement on a pu modifier notre affectation de tâches de manière à
gérer ce changement qui était totalement imprévisible, donc de l'absence de l'un des membres de l'équipe. Et donc on réaffecte facilement son travail. Donc ça c'est la partie gestion face au changement. Maintenant, fermer les tâches, donc c'est quelque chose d'extrêmement simple. On va juste terminer. Voilà. Donc le chef de projet, quand il voit que le travail restant est à 0, donc peut décider donc de clôturer la tâche. On peut également, à partir du moment où toutes les tâches sont clôturées, on peut dire que le user story complet est également clos, ce qui va après être répercuté au niveau des différents reports. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir retourner dans le document Excel de pilotage du product backlog pour voir l'évolution Donc on va rouvrir ce product backlog. On actualise. Donc on voit ici, vous le voyez peut-être pas, désolé. Voilà, ici donc le product backlog, on voit que notre authentification ici est close, donc c'est un user story qui est terminé. Et on voit ici que sur notre itération, on a une partie qui apparaît en vert. Donc sur cette itération, on a donc du travail qui a effectivement été effectué. Et on va pouvoir assez simplement visualiser l'avancement sur ces tâches. Donc en termes de reporting, on verra de manière un peu plus détaillée tout à l'heure les reports qui sont proposés dans TFS. On va simplement passer à la suite d'un point de vue présentation. Voilà. Donc on a parlé également de qualité. C'est vrai qu'on a produit plein de choses conformément aux exigences. Donc on a vu qu'une application finalement était une suite d'exigences, notre product backlog. Maintenant, on a produit, mais est-ce qu'on a produit ce qui est attendu? Donc c'est ça qu'il va falloir maintenant maîtriser et piloter. Donc le contrôle qualité est justement là pour vérifier que l'application réponde à ces exigences. Donc de quelle manière on va faire ça? Donc de la même manière que précédemment on avait donc des user stories et on a arrivé finalement à déduire des tâches de ces user stories. Maintenant on va faire le même travail mais en créant des cas de test que l'on va rattacher aux user stories. Chaque exigence, on va pouvoir définir lors des spécifications la manière dont on veut valider cette spécification, cette exigence. Donc pour chaque exigence, comment va-t-on tester finalement sa conformité? Donc TFS va nous aider évidemment à faire ça et va également nous aider à vérifier que notre taux de couverture est bon. Donc on va avoir des rapports qui vont montrer notre taux de couverture. Est-ce qu'on a des trous dans la raquette au niveau de notre manière de tester notre application? Un petit mot par rapport à la stratégie justement de test. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour garantir la qualité de l'application. Donc c'est de s'assurer de sa couverture.
Donc on va avoir un user story, donc en termes un peu de vocabulaire, on aura un user story qui va être testé par un ou plusieurs cas de test, test case en anglais. Donc les cas de test, c'est ce qui va correspondre aux petites cases jaunes ici. On va pouvoir regrouper ces différents test cases dans ce qu'on appelle des tests suites. Donc ça va être un regroupement logique finalement de cas de test que l'on veut exécuter à peu près dans le même contexte. Ensuite, on va faire des tests plans qui vont être en fait des assemblages de suites de tests. Ça va être par exemple le test plan pour le sprint 1 ou le sprint 2. Et en fait, on va constituer comme ça un plan de test pour chacune des itérations où l'on va inclure donc évidemment le test des nouvelles fonctionnalités, mais également des tests de non-régression sur les fonctionnalités des itérations précédentes. On n'oubliera pas non plus d'intégrer des tests d'exigence non fonctionnelle, donc des tests de performance que l'on va pouvoir également mettre en œuvre là dans TFS. Donc une rapide démonstration de cet aspect test. Donc ce qu'on va faire, on va créer des cas de test à partir des exigences. On va voir le rapport qui nous permet de voir le taux de couverture finalement de notre application. On entreapercevra Test Manager qui va être l'outil qui va nous permettre de gérer vraiment le test. Donc là, on retourne dans Visual Studio. Voilà. On va lister par exemple nos user stories. Voilà, donc là, on a des user stories. À partir de là, on va pouvoir créer une tâche liée à un work item lié à ce user story. Il sera de type test case. Donc on va dire finalement que là, notre user story 19, en tant qu'utilisateur authentifié, etc., il va être testé par, ici, un cas de test. Donc par exemple, pour pouvoir se déconnecter, une chose à tester, c'est présence du lien déconnexion sur la page d'accueil. Voilà. Donc on peut l'enregistrer. Donc on voit ici qu'il n'est pas automatisé. C'est un test manuel, donc on enregistre. À partir de ce moment-là, on va pouvoir définir également, là on a effectivement donné un titre finalement à notre cas de test. Maintenant on va pouvoir définir des étapes qui nous permettent de tester de valider ce cas de test. Donc on va modifier ce cas de test ici, et on voit qu'on lance le test manager. Je vais vous le partager également. Voilà. Donc dans notre outil, la Test Manager, donc on voit qu'on est dans un environnement très différent de Visual Studio. Donc Test Manager est au testeur finalement ce que Visual Studio est au développeur. Donc c'est vraiment l'atelier qui va lui permettre de spécifier, d'organiser et d'exécuter les tests sur l'application dont il a la charge. Donc là, pour notre cas de test ici, présence du lien des connexions, on va pouvoir définir un certain nombre d'actions ici et dire, voilà, première étape, c'est se connecter à l'application. Ça semble assez logique. Ensuite, pour pouvoir tester la déconnexion, il faut déjà s'authentifier.
Hein, donc on précise ici le résultat attendu. Voilà, connecté. Son nom est affiché. Ensuite, à partir du moment où la personne est authentifiée, on doit contrôler ici la présence du lien sur la page. Voilà. Donc là, on peut enregistrer. On va vérifier juste une chose, être sûr que notre cas de test est bien rattaché au user story que l'on a défini tout à l'heure. Donc effectivement, on voit que le lien est présent. Donc on peut enregistrer et fermer. Donc là, on a planifié notre donc là, on va ajouter notre notre cas de test ici dans notre plan de test. Voilà, donc j'ai fait apparaître notre cas de test dans ce plan, donc présence du lien des connexions, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On ajoute ces cas de test. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va être en mesure de tester notre application. On voit ici, dans la partie tester, donc là on est en mode, cette fois, exécution du test, que ce test ici est prêt à être exécuté. Donc on lance. On a un petit problème technique. Ok. Bon, il y a un petit souci technique, donc qui est pas, c'est pas hyper grave. On va avoir une session fin novembre qui va vous présenter plus en détail le fonctionnement de Test Manager. Donc je vous invite à vous y connecter à ce moment-là, où on rentrera vraiment en détail du fonctionnement de Test Manager et sur la manière vraiment de gérer les tests. Là. Donc il y aura un petit problème d'effet démo. Voilà, donc on va revenir à la présentation. Donc en parlant un peu de communication sur le projet. Donc pour communiquer sur le projet, on va avoir plusieurs solutions. On va pouvoir utiliser des rapports d'avancement depuis Visual Studio, que je vais vous présenter ici. On va faire un peu de place. Donc là, on a une partie rapport qui est présente là, qui nous montre déjà, qui nous montre donc des rapports reporting services, qui nous indiquent vraiment l'avancement sur, par exemple, New User Story. On va attendre que ça charge. Voilà. Donc c'est des rapports qui sont accessibles facilement depuis Visual Studio, mais pas uniquement. On a également l'accès au portail du projet, qui va nous présenter également le dashboard du projet. Donc si on affiche ici le portail du projet, voilà, je vais également le partager. Voilà, on a ici
partie report, où l'on voit, c'est un autre rapport, on voit que finalement sur ce user story, en tant que visiteur, donc je suis arrivé à 100% des heures. On a également un contrôle sur les résultats de tests. On a tout à l'heure essayé de mettre en œuvre un test ici de déconnexion. Bon, il indique que c'est fait à 100%, même si on a eu un petit problème, c'est pour ça qu'il est mis en noir en tant que notre run. Mais de cette façon-là, on va vraiment pouvoir avoir un tableau de bord qui nous indique vraiment l'avancement aussi bien en termes d'avancement donc de la production, mais également de l'activité de test. Donc des rapports de ce type-là, il en existe énormément, qui sont vraiment standards et livrés tels quels dans TFS. On peut complètement customiser ces rapports, hein, donc c'est des rapports SSRS qui peuvent être très facilement customisés si on maîtrise un petit peu l'outil. On a également d'autres types de rapports, mais par manque de temps, là, on ne va pas pouvoir les voir. C'est des rapports Excel qui sont présentés sur le portail SharePoint du projet. Donc, on a en fait un ensemble d'informations qui sont vraiment issues de la production et qui nous permettent de collecter donc des infos venant des développeurs sur les temps, sur l'avancement, sur le taux de couverture de tests, etc. Et de les ramener finalement au management du projet à travers des rapports très faciles à visualiser sur un portail SharePoint. Donc on va porter la conclusion de cette démonstration. Donc au niveau de conclusion, on peut dire donc, que TFS est vraiment un outil qui va nous permettre d'effectuer toute la gestion opérationnelle du travail des équipes de développement. Donc en fournissant de la visibilité sur cette production au niveau avancement des tâches de production ou de test, sur les résultats des tests et sur les différentes builds par exemple. On n'a pas vu la partie bugs, etc. Mais on va également avoir des rapports évidemment qui vont nous montrer le nombre de bugs, l'évolution de la résolution des bugs. Donc vraiment une visibilité complète sur tout ce qui se passe au niveau production sur le projet. Merci Sylvain pour cette présentation. Donc maintenant